Je vous propose de commencer. Donc, pour ce thème sur autres défis et nouveaux enjeux, donc deux intervenants que je vais vous présenter. Donc Philippe Davadi à ma droite et Jean-Christophe Fonbonne à ma gauche. Donc Monsieur Davadi va nous faire partager son expérience d'ingénieur en système d'exploitation et son expérience professionnelle dans les domaines de la sécurité publique et privée. Il est également expert en intelligence économique et il enseigne au CNAM. Et il va nous présenter la sécurité dans la ville connectée pour 15 minutes. Puisqu'il faut réduire le temps. Merci. Vous pouvez envoyer le film en régie, s'il vous plaît. Alors, ce matin, les dernières présentations sont terminées par la projection d'un film où en fait c'était beau, la vie était belle, on baignait dans l'amour, on rentrait dans un pays où coulait le lait et le miel. Je vais vous en présenter un, enfin si la régie veut bien, où on se rend compte que le lait peut être tourné et le miel peut être fermenté. Voilà. Alors, tout ça pour vous montrer un peu que la ville connectée c'est bien, mais c'est pas toujours très bien. Il peut y avoir quelques problèmes, donc là on se demande un peu, vous êtes en train de vous dire, mais il est bien gentil, mais de quoi nous parle-t-il? Donc vous voyez des gars qui sont en train qui sont introduits sans problème. Vous avez une superbe musique, jusque-là tout va bien, la vie est belle. Donc ils sont toujours la tête cachée parce qu'ils n'ont pas envie d'être reconnus. Donc là on se dit que les caméras de vidéosurveillance peuvent être perfectibles. Voilà. C'est un film qui ne durera pas très longtemps, mais c'est pour mettre un peu dans l'ambiance. Voilà. Et là vous me demandez où on va en venir. Hein. Je suis un grand fan de séries américaines, mais je n'en ai pas trouvé sur les Et que va-t-il se passer? Space Invaders. Shoot the dude in the window! Yes! I got you, man! Effectivement, du thème quelle sécurité pour la ville connectée, sachant que je vais parler de la sécurité comme il a été dit ce matin en temps réel, si l'on peut dire. Si vous pouvez envoyer la présentation maintenant, s'il vous plaît. Sachant que la sécurité en temps réel, on va le voir par la suite, c'est pas toujours le temps réel, le temps quoi. La sécurité dans le temps plutôt. Alors, je vais commencer a cappella si on peut dire. Quand je me suis documenté sur la ville connectée, très bien, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont avancés, et Rudolf Giffinger, dont vous voyez la tête ici, qui est expert en recherche analytique sur le développement urbain et régional à l'Université technologique de Vienne en Autriche, estime qu'il y a 6 piliers sur lesquels la ville connectée est construite. Donc il y a l'économie, la mobilité, l'environnement, les habitants, le mode de vie et la gouvernance. Bon, très bien. Et là, quand je vois ça, je me dis, c'est bien. Donc on est vraiment dans un pays où dans une terre où le lait et le miel coulent en abondance, parce qu'on estime qu'il n'est pas utile de parler de sécurité. Donc, quand on voit ça, on se dit que la ville connectée, ce qui est le plus important, malgré tout ce qui nous a été dit ce matin, c'est en fait la connexion et pas les habitants. Pourtant, donc, on a toujours les discours rassurants, le numérique n'est pas une fin en soi, la question est plutôt de savoir en quoi il va aider les villes à se transformer et se développer, a dit Laurence Lafont, directrice du secteur public de Microsoft France. Bon, d'accord. Donc, vous avez les 6 points de la ville connectée. Après, bêtement, vous prenez la pyramide de Maslow, et vous dites que ce qui est un peu ballot, dommage ou regrettable, enfin comme vous voulez, c'est que dans la pyramide de Maslow, le besoin de sécurité, il est en 2, et dans les 6 piliers de la ville connectée, il est nulle part. Voilà. Donc on peut se poser la question si en fait si la sécurité n'est pas tout simplement éjectée, ou si on est ça c'est la vision pessimiste ou anxiogène plutôt, où on peut se dire également mais que la sécurité est un présupposé sur lequel construire la ville connectée, parce que de toute façon la ville connectée c'est un peu comme une entreprise ne peut faire des affaires que dans un pays pacifié. Dans un pays en guerre, ça se fait. Par exemple, les entreprises qui sont dans l'état du Sinaloa au Mexique et l'état du Nord-Est, elles payent l'impôt révolutionnaire au cartel. Bon, enfin, elles payent l'impôt au cartel au lieu de le payer à l'État. Bon, elles le payent. Alors,
On ne va pas rentrer dans les considérations politiques, enfin pas tout de suite, j'en parlerai éventuellement en conclusion. Mais ce que je vais évoquer là, c'est comment peut-on envisager d'assurer la sécurité dans une ville connectée, sachant qu'il n'y a pas de retour d'expérience, donc c'est davantage de la prospective, de l'anticipation, de la science-fiction, ou du délirium très mince, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Voir comment on peut assurer d'une manière tactique la sécurité dans la ville connectée, étant entendu que la tactique, c'est l'art de conduire une bataille en disposant les différentes armes sur le terrain et en combinant leur action en vue d'obtenir le maximum d'effet sur l'ennemi. Donc, pour en revenir, comme je vous parle de tactique, je ne vais pas m'éloigner du grand classique, même s'il est encore vivant, qu'est le général Yakovlev avec son superbe livre « Tactique théorique ». Et je vais décliner mon exposé selon 3 points, le terrain, l'ennemi et le temps. Alors, le terrain, en fait, parce que la question se pose, dans quel terrain les forces de sécurité vont-elles devoir agir ? On peut dire que ça sera un terrain augmenté, parce qu'il y aura effectivement le terrain physique, donc les rues, les forêts, les parcs, tout ce que vous voulez, les immeubles, mais il y aura également tout le cyberespace dans lequel se baignera la ville. Donc, il faudra veiller à la fois sur un terrain physique, mais sur le cyberespace. En sachant que dans cette ville connectée, il y aura un point qui sera très critique, ça sera les centres de commande. On l'a évoqué ce matin. La question qui se pose, c'est est-ce qu'effectivement toutes les données émises vont converger vers le centre de commande ? Si oui, vous savez, voilà. Dites-vous, voilà, je suis braqueur professionnel. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je me braque uniquement tous les camions qui circulent avec quelques millions, ou est-ce que je me braque la banque, le dépôt avec plusieurs centaines de millions ? Vous faites une étude de coût, rapport efficacité, etc. Et vous dites, si j'arrive à braquer le dépôt avec la centaine de millions, ça m'économise de faire 100 braquages d'un camion avec 1 million. Donc ça peut être intéressant. Donc les centres de commande dans lesquels transiteront à la fois toutes les données et toutes les commandes informatiques de la ville seront bien évidemment des cibles. Il y a un autre point qui est important, c'est que dans la ville connectée, on en a parlé, il y aura profusion de téléopérations, c'est-à-dire des opérations effectuées par canal informatique à distance. Ça pose problème, de mon point de vue, parce que les téléopérations, c'est ce que j'ai classé dans les informatiques orphelines. Donc, qu'est-ce qu'une informatique orpheline ? C'est une informatique qui existe depuis un certain temps et qui est rarement veillée, si on peut dire, par les informaticiens de l'entreprise et sur lesquels la doctrine, au sens juridique du terme, mais dans la partie informatique, ne se pose pas, que la doctrine ne prend pas en compte. Très concrètement, au cours d'une téléopération, il y a un problème, il y a un bug, n'importe quoi, un virus qui est introduit. Qui est responsable ? Est-ce que c'est celui qui a ouvert les portes de son entreprise ? Est-ce que c'est celui qui a effectué la téléopération ? Ou est-ce que c'est le prestataire de service, celui qui a ouvert le tuyau ? C'est dommage, Maître Doutrio est parti, mais elle aurait pu nous expliquer quel était son point de vue, sachant qu'à mon avis, le jour où ça passera au tribunal, il y aura quand même quelques migraines et quelques prises de tête à la fois des avocats et des juges, parce que ça ne sera pas facile. Voilà. Il y a, pour les téléopérations, il y a aussi un autre point, comme tout sera téléopéré, il y aura également la gestion des ordures qui sera téléopérée. Vous allez me dire, ouais, c'est pas très glamour, et je suis d'accord avec vous, mais pourquoi je vous parle de la gestion des ordures ? Parce que quand on prend un pays européen qui est en forme de botte, voilà, dans le sud, vous avez une société familiale qui a fait fortune dans la gestion des ordures. Donc vous dites que à partir du moment où je fais fortune sur la gestion des ordures, c'est pas parce que la gestion des ordures va passer en mode connecté que je vais abandonner ce qui me rapporte. Donc ça va quand même poser problème. Il y aura également la criticité de la connexion des forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre, pour pouvoir lutter, pour pouvoir obtenir les informations dans une ville connectée, devront se connecter elles-mêmes. Donc, quelle sécurisation de leur liaison ? Donc, ce matin, on nous a présenté tout un tas de solutions, mais comme le disait très bien Olivier Kempf un peu plus tôt dans la matinée, est-ce que ce sont des solutions pour le vendeur qui les vend, donc qui les met en avant, ou est-ce que c'est vraiment des solutions pour celui qui les utilise ? La question mérite d'être posée. Et il y a également, ah oui, ça c'est un grand truc, j'ai déjà terminé mon temps de parole ? Non, merci. Il y a les limites des logiciels de prédiction. On nous dit tout un tas de trucs, les logiciels de prédiction du crime, c'est absolument extraordinaire, parce qu'il n'y a plus qu'à écouter la machine pour vous dire où il faut aller pour arrêter les personnes. Ok, pourquoi pas ?
Dans un papier de l'Institut de l'entreprise, je crois, il parle de Real Time Crime Center de New York, excusez pour l'accent, mais... Hein. Donc aujourd'hui, plus de 3/4 des affaires sont résolues grâce à cet outil. Là, vous dites, mais c'est génial. 3/4 des affaires résolues grâce à cet outil. Ok ? Et après, on se pose la question. Est-ce que c'est uniquement les affaires qui sont résolues ? Quoi, que je prends l'ensemble des affaires résolues et parmi ces affaires résolues, il y en a 3/4 ? Ou est-ce que c'est dans toutes les affaires, j'en résous 3/4 ? Et c'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même une différence. Ensuite, il y a également un truc excellent. Dans le quartier de Los Angeles Foothill, un test de 6 mois, fin 2011, a permis de réduire les atteintes aux biens de 12% par rapport à 2010, alors qu'elles augmentaient de 0,5% dans un quartier voisin. Quand on lutte contre la délinquance, il y a un truc qui est classique, ça fait partie du basique, c'est l'effet piston. En gros, je mets du bleu partout, les types s'en vont ailleurs. Ben oui. Attendez, quand vous avez un business à faire tourner, il faut quand même continuer à le faire tourner. Hein. Donc si on vous empêche, si on vous interdit un terrain, vous allez ailleurs. Donc la question, c'est est-ce que c'est effectivement les algorithmes ou ces logiciels de prédiction de tout ce qu'on veut du crime qui permettent de lutter contre ça, ou est-ce que c'est une présence un peu plus ciblée ou un peu plus intense qui les fait partir ailleurs ? Mais dans le même rapport, il y a marqué « Enfin, à Chicago, une approche similaire a été adoptée depuis 2010 sans pourtant empêcher une augmentation de la criminalité en 2012. » Donc là, vous dites bah, « c'est bien, mais alors le logiciel de prédiction et d'anticipation du crime, il n'anticipe pas aussi bien que ça. » Voilà, donc c'est assez intéressant. Autre point également, vous vous souvenez, en 2011, à l'été 2011, il y a eu des émeutes à Londres. Et après, la police métropolitaine de Londres a décidé de se pencher sur tous les tweets qui ont été envoyés pour voir s'ils auraient pu prédire en fait l'endroit où envoyer des patrouilles. Ils se sont rendus compte a posteriori, bien évidemment, que non. En fait, les tweets avaient lieu quand les dégradations étaient déjà en cours. Il faut que je me dépêche. Voilà. En plus, il y a un autre problème. La ville connectée a un enjeu symbolique et emblématique, c'est-à-dire que ça sera, si on veut montrer, si je suis membre d'une organisation mafieuse, criminelle, tout ce que je veux, et que je veux mettre un État à genoux, j'aurais tout intérêt à m'attaquer d'abord à une ville connectée plutôt qu'à trifouiller les oies où il ne se passe rien. Bon, deuxième point, les acteurs. Il me reste combien de temps ? 5 minutes. 5 minutes. Ouh la vache. Donc il y a deux acteurs en fait, il y a les forces de sécurité et les délinquants. Donc la question qui va se poser, c'est que comme le coût des équipements des forces de l'ordre sera très élevé, parce que bien évidemment il faudra des tablettes connectées, des liaisons sécurisées, des logiciels d'analyse de tout ce que vous voulez, la question qui va se poser, comme on est dans une période de construction budgétaire, de réduction des coûts, de tout ce que on appelle comme on veut, est-ce que l'effort qui sera fait au profit des forces de l'ordre connectées se fera au détriment du monde réel ? C'est-à-dire qu'en gros, le budget de l'État restant constant ou se diminuant, donc la part restera au mieux constante, voire diminuera, et comme les besoins seront différents, il faudra arbitrer. L'autre problème, et face à ça, il y a le développement de la R&D des criminels. Alors quand je parle des criminels, c'est effectivement les groupes mafieux, pas le type qui vole les sacs à main. Encore que ça dépend des quartiers. Dans des quartiers, il y a des sacs à main qui sont mieux remplis que d'autres, mais bon... Comme les organisations criminelles ont des moyens financiers qui sont pas loin d'être conséquents, elles pourront effectivement investir dans la R&D. Voilà. Un autre problème également quand on est dans la répression des faits, c'est le problème de l'inattribution des faits. Le cyberespace, Olivier Kempf en parlerait bien mieux que moi, il y a le principe d'inattribution des faits. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose, on ne sait pas forcément qui en est l'auteur. Quand on essaye de faire une enquête criminelle sur un auteur inconnu, c'est compliqué. Après se pose également la question, il faut l'évoquer, l'utilisation des robots par les forces de l'ordre. Et d'une manière plus générale, est-ce que les villes connectées ne vont pas être le berceau d'une délinquance totalement robotisée ? Je m'explique, j'ai envie de braquer une bijouterie. Il y a deux possibilités. Soit j'y vais moi-même, mais c'est un peu risqué quand même. Soit j'ai tout ce qu'il me faut comme robot, je mets un robot dans une voiture, dans un type Google Car. Voilà, je m'arrête place Vendôme, mon robot descend, paf, il pète la vitre. Il récupère tout, il retourne dans la voiture, il s'en va.
quelle est la doctrine d'emploi des forces de l'ordre face à des robots. En plus, comme je veux couvrir mes traces, ma voiture robotisée s'arrête en race campagne, mon robot descend, il met le sac dans un drone, et puis hop, et moi, après je récupère et j'ai gagné. Voilà. Autre point qui est quand même gênant, toujours dans l'espace, la compétence territoriale. Actuellement, la compétence territoriale, les forces de l'ordre sont compétences sur un territoire donné. Je ne vais pas vous faire tout un topo sur l'internationalisation de la délinquance, mais c'est un véritable fait. Donc, comment fait-on ? Si on tape une ville connectée à partir de Russie, de Chine ou de Corée du Nord, ces 3 exemples étant pris bien évidemment au hasard, l'entraide juridictionnelle avec la Corée du Nord est perfectible. On va le dire comme ça, pour ne froisser personne. Enfin, dernier élément qu'il faut prendre en compte, le temps. C'est le 3e terme de l'équation tactique. On a le gros problème, c'est la confrontation entre l'instantanéité des faits et la durée de la réponse judiciaire. Parce qu'un fait peut être instantané, la réponse judiciaire, elle prend un certain temps. Et là encore, on met de côté le fait que la victime doit s'en rendre compte. Dans un excellent livre que j'ai écrit d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très bon, que je vous conseille, qui s'appelle « L'entreprise Nouveau Défi Cyber », je cite un exemple où il y a une entreprise elle a mis 10 ans avant de se rendre compte qu'il y avait quelqu'un dans son système d'information qui récupérait toutes ses données. 10 ans. Vous imaginez ? 10 ans, mais c'est génial pour le type qui est dedans. Pendant 10 ans, il fait ce qu'il veut. Donc après, la question de la prescription, forcément, se pose. Il y a également la question des dégâts apparents et des dégâts réels. C'est-à-dire que je peux hacker la ville d'une certaine manière. Par exemple, j'éteins toutes les lumières, ou je joue à Space Invader sur toutes les façades, quand vous voulez. La réponse est immédiate sur le problème d'électricité, et pendant ce temps, je fais autre chose. Comment est-on sûr de ce qui s'est passé ? Le délai de prescription, j'en ai parlé. Moi, je milite depuis un moment, mais pour l'instant, je suis un peu telle la voix qui crie dans le désert, pour que la prescription, c'est-à-dire pour que le régime de prescription, pour que le temps de prescription de la délinquance flûte informatique soit le même que le délai de prescription pour l'abus de biens sociaux. L'abus de biens sociaux, les faits commencent à être prescrits non pas à partir du jour de la commission des faits, mais à partir du jour où on s'en est rendu compte. Pourquoi ? Parce que ce sont des faits qui sont par nature cachés. Vous avez eu à peu près la même chose, le même débat sur la prescription avec les infanticides dans le nord de la France ou de je ne sais plus quoi. Normalement, c'est un meurtre, donc le départ de la prescription court à partir du moment de commission de l'infraction, et le procureur a réussi à rallonger la prescription, parce que en fait, quand les forces de l'ordre et les enquêteurs s'en sont rendus compte, les faits étaient prescrits. Il y avait plus de 10 ans depuis la mort des enfants, donc les faits étaient prescrits. Et il n'y avait eu aucun acte d'instruction. Donc il a dit en fait non, la prescription ne démarre pas à partir du moment où les meurtres ont été commis, mais à partir du moment où s'en est rendu compte. Et il a obtenu gain de cause. Après, on en pense ce qu'on veut, mais il a obtenu gain de cause. Et enfin, la faible capacité d'anticipation de la loi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Cécile Doutrio ce matin. La faible capacité d'anticipation de la loi. Alors en France, il y a eu la loi informatique et liberté en 1978 qui a été une très bonne loi d'anticipation. Maintenant, quand on voit la CNIL et sa capacité d'anticipation, enfin ce n'est que mon point de vue, elle n'a toujours pas défini ni même proposé un régime juridique à la donnée personnelle. C'est-à-dire que la donnée personnelle, vous en émettez, mais ce n'est pas vous qui êtes propriétaire. Donc pour l'instant, moi, j'en fais ce que je veux. Si j'utilise votre donnée. Et légalement, vous ne pouvez pas vous y opposer. Ce qui fait que les forces de l'ordre sont condamnées à une posture réactive. J'arrive à ma conclusion. Donc, la ville connectée d'un point de vue sécurité risque à quoi ? À plusieurs risques. Le premier, c'est effectivement qu'il y a un schisme entre le monde réel, si on peut dire, et le monde connecté. Parce que comme ça coûtera cher d'équiper les forces de l'ordre en éléments connectés, ça peut se faire au détriment de ceux qui continuent à agir de manière plus classique. On a également un risque de privatisation de la sécurité, parce que quand une société va proposer à une ville connectée tous ses services de sécurité, de caméras, d'analyse, de big data, de tout ce que vous voulez, en fait, qui agit, qui est le commanditaire de la sécurité ?
Est-ce que c'est encore la municipalité, l'État, ou est-ce que c'est pas celui qui a vendu les solutions, si on peut dire? Voilà. Autre question, on reboucle toujours sur la même. Qui est propriétaire des données émises par les objets connectés? Ça, c'est un truc extraordinaire. Vous vous souvenez du tremblement de terre de l'Aquila en Italie, toujours? Est-ce que vous avez suivi le procès qui a eu lieu? Non? C'est très simple. Résultat du procès, les sismologues qui ont prévu le tremblement de terre de l'Aquila, mais qui n'ont pas prévu exactement son intensité, ont été condamnés. Ah ben oui, parce que c'était leur métier de prévoir. Ils ont été condamnés au moins en première instance à de la prison ferme. Donc ça veut dire que les responsables des forces de l'ordre, si on fait une interprétation, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, les responsables des forces de l'ordre seront responsables des crimes et des délits qui auront été commis, puisqu'ils ont les moyens de les prévoir. À mon avis, il y en aura beaucoup moins qui voudront être responsables. Ça pose également la question de la sécurité, ça pose la question du rôle de l'élu. L'élu, là-dedans, quel rôle a-t-il? Et in fine, et j'en ai terminé, comme ça je ne suis pas trop en retard, quel est le rôle de la personne humaine? C'est-à-dire que tout le monde dit, oui, la ville connectée doit être construite autour de la personne. Tout le monde est d'accord, personne ne vous dira le contraire. Dans les faits, ça reste perfectible. J'en ai terminé. Merci, monsieur.